merci d'avoir patienté et d'être parmi nous ce soir. Donc quelques petits mots simplement d'introduction. Donc le collectif pour l'histoire de l'esclavage de Choisy est heureux d'inaugurer notre 4e semaine. Quatrième semaine autour de l'esclavage. Oui. Donc depuis 2016, après les abolitions, on avait fait l'esclavage moderne, on avait abordé l'esclavage moderne, les résistances et les luttes des esclaves l'année dernière, avec Marcel Dorigny, pour ceux qui connaissent. Donc cette année, une autre facette de l'histoire mondiale de l'esclavage, à savoir les traites multiples subies par le continent africain pendant plus d'une douzaine de siècles. J'allais dire voire plus, parce qu'on se rappelle, vous avez peut-être vu ces images assez horribles en Libye de la vente d'êtres humains, de migrants, qui avaient été capturés par des bandes plus ou moins contrôlées en Libye et qui étaient vendus comme il se doit en plein de tristes souvenirs. Et récemment, vous l'avez vu aussi, il y a eu une condamnation en Mauritanie, des gens qui avaient été séquestrés, esclavisés, ont déposé plainte, et il y a eu des condamnations en Mauritanie où l'esclavage sévit encore en partie. Donc, qu'est-ce que l'esclavage en deux mots? Donc l'esclavage, je vais prendre une citation qui rappelle un petit peu, une citation qu'on retrouve sans faire publicité pour notre excellent libraire qui nous accompagne, dans l'Atlas des esclavages, Marcel Dorigny, etc. Cette définition, c'est l'esclavage est la négation de l'être humain pour le réduire à l'état de force de travail forcée, brute. Il n'est attaché ni à une civilisation, ni à un espace géographique, ni à une époque donnée. Il a été l'une des formes les plus constantes au fil de longue histoire des civilisations, de la domination absolue d'hommes sur d'autres hommes. Et que je crois, on verra on verra tout à l'heure avec Madame Coquery que, effectivement, il y a eu dans toutes les époques, dans toutes les civilisations, à partir du moment où une civilisation, une partie d'un pouvoir prenait le pas sur une autre partie d'une région, d'un pays, etc., les gens étaient réduits en esclavage. Depuis 2001, la loi pour laquelle s'est battue Christiane Taubira avec force et détermination, et ce qui lui a valu entre parenthèses des ignobles propos racistes qu'elle a subis, la loi affirme dans son article 1, ça pose bien un certain nombre de problèmes. La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique, ainsi que la traite dans l'océan Indien, que parfois on oublie, et l'esclavage d'autre part, perpétré à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. Donc chacun sait que depuis 2006, le 10 mai, la journée nationale de la traite, de l'esclavage et de l'abolition. Elle est du reste, vendredi dernier, notre municipalité qui travaille beaucoup sur le travail de mémoire, l'a commémoré comme cela se fait depuis plusieurs années. Donc si nous avons choisi la thématique de cette année en 2019, donc c'est que le sujet qu'on va aborder tout à l'heure, que Mme Coquery va aborder, est moins connu et a été moins étudié que d'autres parfois, soit par les chercheurs, les historiens et tout le mouvement anti-esclavagiste. Donc l'ouvrage de Mme Coquery, justement, aborde, lui, en profondeur ce thème, comme nous le verrons. Le reste de notre semaine, rapidement, je le dis pour demain, donc demain matin, nous travaillons donc nous essayons de travailler avec des enfants à la Choisy, avec des jeunes. Donc des prestations de collégiens et d'enfants des centres de loisirs l'après-midi. Donc le matin les collégiens, l'après-midi les centres de loisirs. Cette coopération était difficile à mettre en place. Bon, c'est pas toujours facile, les centres de loisirs et les collèges ont évidemment leur programmation et leurs activités, et donc de trouver des enseignants qui soient motivés, qui aient le temps de travailler, c'est quelque chose de parfois difficile, mais c'est très intéressant. Puisque du reste, notre collectif est parti à l'époque, il y a 4 ans, il est parti justement d'un collège où on pensait qu'il était intéressant de faire en sorte que nous accueillons aussi notre amie historienne, Madame Zamien, qui s'installer là, et qui connaît Madame Coquery. Et donc, ces collégiens donc, ont dans leur programme, et qui ça tient aussi de la loi de 2001, notamment dans leur programme, l'esclavage en classe de 4e dans les collèges.
Et donc on a commencé à travailler sur cette base-là en pensant que des collégiens qui parfois qui peuvent être issus par leur famille à plus ou moins quelques années de distance et peut-être plusieurs générations ont été issus de pays qui ont connu l'esclavage. Et donc un certain nombre de jeunes doivent connaître cette histoire qui est notre histoire nationale. Et donc il nous paraît important que les enfants, y compris les grands des centres de loisirs aussi, puisqu'ils vont accéder au collège l'année suivante, puissent aborder, connaître un peu mieux cette partie de notre histoire nationale. Voilà, donc pour ça, donc on est mercredi, je passe rapidement. Donc jeudi, toujours dans cette salle, nous vous invitons à la projection d'un document exceptionnel, la vie de l'esclavage à son émancipation d'une esclave anglaise, Marie Prince, avec retour sur son lieu de vie dans les Caraïbes. Donc c'est un DVD qui est assez passionnant. S'il y a des gens qui peuvent pas dormir la nuit, c'est passé la nuit dernière. Oui, c'est passé la nuit dernière, je pense sur Arte très très tard dans la nuit. Donc c'est un DVD qui sera présenté et commenté par l'historien Bruno Maillard, qui est membre du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et qui sera donc parmi nous et qui commentera et présentera ce DVD sur lequel il a travaillé. Et donc vendredi aussi, dernier jour de notre semaine, ça sera un moment festif au Collège du Valais autour d'un repas avec une animation musicale en live comme dit l'autre, c'est-à-dire musiciens, danseurs, etc. Et j'en profite du reste pour remercier Madame la principale du collège qui est parmi nous et qui nous accueille donc très gentiment, étant donné que ça participe évidemment aussi au travail des collégiens dans les classes de quatrième. Donc, vous pourrez tout à l'heure éventuellement, si vous ne l'avez pas fait par téléphone ou par mail, vous inscrire à la sortie. Je rappelle parce qu'il faut parler de sous. Le repas est à 18 € et 8 € pour les enfants de moins de 10 ans. Voilà, donc de toute façon, si on n'a pas vos coordonnées, vous tenterez ou vous essayerez de laisser vos coordonnées auprès de la charmante dame qui est à l'accueil, qui travaille dans le collège en question du reste. Et donc pour qu'on ait vos coordonnées et qu'on puisse éventuellement vous contacter pour d'autres activités que l'on essaye de tenir chaque année autour de cette thématique qui est très large, très profonde, etc. Donc voilà quelques mots d'introduction, j'ai peut-être été un peu long. Simplement, donc maintenant on va passer la présentation et je pense que Mme Kokri-Vidrovitch, donc qui est l'auteur du livre Les Traites, qui a été thématique qui est passée donc sur Arte il y a quelques temps sur les routes de l'esclavage, et donc qui a commis un excellent livre. Et ce livre donc il est en vente aujourd'hui bien sûr. Madame Kokri se fera un plaisir je pense de vous le dédicacer, et donc il balaye justement ce point très important et peu connu des esclavages divers en Afrique, et donc Madame Kokri va se présenter et elle donnera la parole, et donc vous présenter aussi Madame Zamia qui est parmi Sylvie, qui est parmi nous aussi, qui se présentera elle-même. Donc je passe la parole à Madame Kokri. Merci beaucoup. Je vous prie encore d'excuser mon retard involontaire, tout à fait, pour venir vous parler. Vous m'entendez bien là? Donc je pense à le garder. Et je vais vous parler, je peux parler peu, beaucoup, selon ce que vous préférez. Il faudra m'arrêter Entre les deux. Entre les deux, de façon à ce que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. Alors, pour me présenter, je suis spécialiste d'histoire africaine depuis fort longtemps, et d'histoire de la colonisation, d'histoire africaine, c'est-à-dire non pas d'histoire vue de France, mais d'histoire vue d'Afrique. Je dirais plutôt l'histoire des Africains. D'ailleurs, j'avais eu une grosse discussion avec la publication d'un livre sur l'histoire des Africains au XIXe siècle, qui était chez Collin, oui, parce que l'éditeur voulait que ça s'appelle l'histoire de l'Afrique au XIXe siècle, et moi je disais non, je veux que ça s'appelle l'histoire des Africains au XIXe siècle, qui n'est pas la même chose. L'Afrique, on en parle de l'extérieur, les Africains, ils ont vécu à l'intérieur,
Et c'est ça qui m'intéresse. Comme il trouvait que c'était il y a une bonne dizaine d'années, et donc la question était peu évoquée à ce moment-là en France, il trouvait que c'était moins vendable, l'histoire des Africains, que l'histoire de l'Afrique. Je n'ai pas cédé, si bien que mon livre est paru sous le titre Histoire de l'Afrique et des Africains, puisque chacun est resté sur sa position, et donc on a gardé les deux, au XIXe siècle. Et donc c'était plutôt mon domaine, le XIXe et le XXe siècle. Et j'étais donc enseignante, je suis à la retraite maintenant, à l'université Paris Diderot, depuis fort longtemps, où je me suis spécialisée en histoire de l'Afrique au sud du Sahara. Mais les choses ont changé dans mes intérêts, précisément en 2001, avec la loi Taubira, que vous avez eu raison d'évoquer, qui est extrêmement importante, parce que dans le monde entier, je dirais, jusqu'aux années 2000, on ne parlait pas de l'esclavage. C'était quelque chose de tellement épouvantable que personne ne voulait en parler. Alors évidemment, les descendants des anciens esclavagistes, les Français entre autres, n'avaient pas envie d'en parler parce qu'ils avaient une mauvaise conscience pour leurs ancêtres. Les Français des îles, des départements d'outre-mer, dont les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les ancêtres avaient été esclaves à l'époque, c'était considéré comme honteux, puisque pendant 4 ou 5 siècles, on leur avait enseigné que l'esclave ne valait rien, et par conséquent, il ne fallait pas s'en rappeler. Donc, ils ne voulaient pas non plus entendre parler d'esclavage à l'époque. Et puis les Africains non plus, parce que les Africains les Africains d'Afrique, ils étaient très gênés parce que les Africains, c'est pas une masse indifférenciée, c'est comme partout, il y a des aristocrates, il y a des chefs, il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires d'ailleurs, qui sont très minoritaires, et puis il y a des populations qui étaient esclavisées, c'est-à-dire pris pour être vendues en esclavage. Donc, c'était un peu gênant de se rappeler qu'il y avait certains Africains qui quand même n'avaient pas été tout à fait indifférents à la traite des esclaves. La traite des esclaves, ça veut dire le commerce des esclaves. Et alors c'est toujours une confusion qu'on fait, mais c'est important. La traite, ça veut dire le commerce des esclaves, en particulier le commerce atlantique, mais il y en a eu bien d'autres. Et être esclave, comme vous l'avez rappelé, c'était un statut. C'était un statut d'être un être humain, parce qu'il y a eu des discussions pour savoir, en particulier au XVIe siècle, en Amérique latine, est-ce que sur les Indiens et les Africains aussi, ont-ils une âme ou pas? Parce que ça c'était le grand problème. Donc on avait finalement, le pape avait estimé qu'ils avaient une âme, donc c'était des êtres humains, d'où cette contradiction extraordinaire, c'était des êtres humains mais qui ne comptaient pas du tout, qui n'existaient pas, qui n'existaient que par leur maître. Et donc c'est pas leur travail qui était utilisé, c'est la différence avec sous la colonisation, il y a eu le travail forcé. On forçait les gens à travailler. Ce travail était peu ou pas rémunéré, mais on les forçait à travailler. Mais l'individu en lui-même restait un individu, tandis que l'esclave, c'était l'outil de travail tout entier. C'est pas qu'on le forçait à travailler, c'est que c'était un outil qui n'était fait que pour travailler. Donc c'est un petit peu différent dans une nuance. Le résultat, vous direz, était un peu le même. Ceci, je n'en parlerai pas, mais c'est apparu, cette définition qu'il fallait donner, c'est apparu précisément dans les années 2000, c'est apparu partout. C'est apparu en France avec la loi de Madame Taubira, qui disait que l'esclave était un crime contre l'humanité dans son article 1, mais dans son article 2 de la loi, dit quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est un crime contre l'humanité, mais il faut l'enseigner dans les établissements scolaires. Or, ça n'avait jamais été vraiment inscrit dans les textes de programmes scolaires, parce que précisément, c'était une question tellement sensible que les questions sensibles, on n'en parlait pas. Donc ça a rompu quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été rompu partout. Parce qu'en même temps, il y avait un jeune historien à l'époque,
Ibrahim Adjoub, sénégalais, dans un congrès des historiens africains qui avait lieu à Bamako en 2001, la même année, a fait une communication sur l'esclavage dans les sociétés africaines. Il a scandalisé ses collègues historiens africains qui l'ont quasiment agressé à la sortie de la salle en lui disant « Tu n'as pas honte, c'est épouvantable, tu ne dois pas en parler, c'est honteux, c'est si honteux que ça doit être absolument tu ». Et comme c'était un jeune historien entreprenant, il s'est dit « Puisque c'est tu, c'est donc un sujet d'histoire fort intéressant ». Et donc il a commencé à constituer une équipe qui est devenue une équipe internationale justement pour étudier l'esclavage qui maintenant, l'esclavage des sociétés africaines, qui maintenant est bien étudié grâce à lui par des spécialistes historiens africains, en Afrique ou ailleurs. Et puis en 2003, 2 ans après, au Brésil, les Brésiliens, les Afro-Brésiliens, les descendants des Africains au Brésil constituent quelque chose comme 80% de la population, avec beaucoup de métissage bien entendu, mais enfin, disons 80% de la population a une ascendance africaine, et les Africains qui sont arrivés au Brésil étaient beaucoup plus nombreux que les Européens qui sont arrivés au Brésil, sans comparaison. Donc en 2003, sous la présidence du président Lula, les Afro-Brésiliens ont dit « Et nous, et nous, et nous ?» Notre histoire, nous ne la connaissons pas. Et donc il y a eu une loi en 2003 au Brésil, à peu près analogue à la loi Taubira, disant bien il faut enseigner l'histoire de l'Afrique de façon générale dans les écoles brésiliennes. Par conséquent, c'est devenu un mouvement généralisé qui a provoqué énormément de recherches, et la production de la recherche sur l'esclavage a bondi, enfin en moins de 20 ans, est devenue extrêmement abondante. C'est à ce moment-là qu'avec un collègue, Éric Ménard, nous avons eu l'idée, puisque moi j'avais toujours cette idée de je voulais parler non pas de l'esclavage mais des esclaves, qui étaient-ils les esclaves? Donc on a eu l'idée d'essayer de dire ce qu'étaient les esclaves à partir des récits d'esclaves. Les récits d'anciens esclaves qui ont été affranchis pour des raisons différentes, on en a beaucoup depuis le XVIIe siècle. Et ça s'est multiplié au XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Surtout aux États-Unis, dans la mesure où aux États-Unis, le Nord était anti-esclavagiste au XIXe siècle et le Sud était très esclavagiste. Donc il y avait ce qu'on appelait le chemin de fer souterrain, c'est-à-dire en fait des filières pour faire échapper des esclaves du Sud qui arrivaient dans le Nord, où ils devenaient libres et où beaucoup ont écrit leur histoire. Et c'est à partir de ces histoires que nous avons à tous les deux, alors Éric Ménard est lui surtout spécialiste des Antilles, et moi spécialiste de l'Afrique, un ouvrage qui est en train de reparaître en livre de poche à la découverte, il y a quelques années, qui s'appelle Être esclave, Afrique-Amérique, 15e, 19e siècle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour tous ces gens qui sont enlevés comme esclaves en Afrique et qui sont transportés aux Amériques. Et ce livre est tombé sous les yeux d'une cinéaste, Fanny Glissant, qui voulait faire un grand film sur l'histoire de l'esclavage et qui nous a demandé à tous les deux d'être les conseillers historiques de ce film d'Arte que certains d'entre vous ont peut-être vu, qui est sorti en 2018 à l'occasion justement du 10 mai, en 4 épisodes de 52 minutes. C'est un très bon film, ils ont très bien travaillé, effectivement, et Eric et moi étions les conseillers historiques pour leur donner des idées, pour éviter qu'ils fassent quelques erreurs, évidemment, et pour leur donner aussi beaucoup de noms de spécialistes, tous ces noms de spécialistes dont je parlais tout à l'heure. Et ceci m'a donné l'idée en même temps de faire non pas de participer au scénario, moi je n'ai pas du tout participé au scénario des films, c'était leur affaire, mais de me documenter de tous ces spécialistes internationaux pour faire une synthèse de l'histoire des esclaves et de leur départ d'Afrique. Et c'est ce livre qui est paru aussi l'année dernière, qui s'appelle comme le film, avec un petit peu les mêmes images que le film, si vous l'avez vu, les routes de l'esclavage.
Là encore, j'aurais préféré Les routes des esclaves. Enfin bon, Les routes de l'esclavage, c'était le titre du film. Le film ne précise pas, d'ailleurs, dans ses titres, quelque chose qui est très important, parce que assez particulier, que je donne dans le sous-titre, Histoire des traites africaines du 6e au 20e siècle. Parce que le film traite parle, disons, puisque la traite, c'est l'ancien mot pour le commerce des esclaves, ce film décrit précisément les traites des esclaves africains subsahariens, c'est-à-dire des esclaves noirs, vers les Amériques. La loi Taubira, d'ailleurs, entre parenthèses, fait commencer la traite des esclaves d'une façon générale au XVIe siècle. En fait, c'est une erreur, je dirais, habituelle en France, parce qu'en France et en Europe, on connaît l'esclavage atlantique et on ne connaissait absolument rien sur les traites vers l'océan Indien ou vers la Méditerranée jusqu'il n'y a pas longtemps. Mais l'esclavage est quelque chose d'extrêmement ancien. Parce que je voudrais, la première remarque que je voudrais faire, ne pas penser que les esclaves ont toujours été noirs. Ça, c'est une invention, c'est une création européenne. Probablement, toutes les sociétés anciennes ont eu des esclaves et de l'esclavage, d'autant qu'elles n'avaient pas de machine, et que par conséquent, le seul outil qu'on pouvait avoir, c'était l'outil humain. Donc le plus simple, c'était d'en faire un outil. Et donc toutes les sociétés africaines comme les autres, ni plus ni moins, ont été des sociétés esclavagistes de façon assez tardive. Finalement, ça existe encore quelquefois un peu, mais enfin disons que ça a disparu dans le courant du XIXe siècle. Et ces esclaves, pour leur plupart, n'étaient pas noirs. Dans l'Antiquité, les esclaves étaient plutôt blancs parce qu'ils venaient du nord de l'Europe de l'Est, ou des grandes plaines pas très loin de la Sibérie. D'ailleurs, esclave est un mot qui a été inventé en latin au IIIe siècle de notre ère, mais les esclaves existaient avant. De la Slavonie, de slave. Ça dit bien que un des grands centres de commerce des esclaves dans l'Antiquité, c'était Kiev. Kiev en Ukraine, parce que Kiev était une station très importante entre les plaines du nord de la Russie actuelle et le marché méditerranéen et proche-oriental. Donc Kiev était sur la route des caravanes, et donc pendant toute cette période très longue, la quasi-totalité des esclaves n'étaient pas noirs parce que les populations subsahariennes étaient peu connues, et donc il y avait évidemment quelques esclaves noirs aussi, mais c'était plutôt, je dirais, pour les sociétés grecques ou romaines, des esclaves de luxe. Montrer à quelqu'un de très riche pouvait se payer, si je puis dire, un esclave noir, parce que ça faisait exotique par rapport aux autres. Mais il y a quelque chose qui se passe au début de notre ère, qui va être le passage à l'utilisation des Noirs comme esclaves. Et ceci a commencé avec les conquêtes, les premières conquêtes arabo-musulmanes, parties d'Arabie. Mahomet, c'est le 7e siècle. Mahomet va conquérir l'Afrique du Nord dès la fin du 7e siècle et au 8e siècle. Les sociétés d'Afrique du Nord étaient peuplées de berbères. Les berbères pratiquaient l'esclavage. Les berbères sont esclavisés par les Arabes qui arrivent, qui sont minoritaires en Afrique du Nord, et vont utiliser aussi les berbères pour aller chercher des esclaves vers le sud, à travers le Sahara. Et à ce moment-là, vous avez l'apparition d'un trafic d'esclaves noirs. Donc, à partir du 7e siècle, le premier texte que l'on connaisse, et le problème pour les sociétés d'avant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de sources. Les premières sources qu'on a, ce sont des sources arabes qui racontent dans les pays où ils arrivent qu'il y avait des esclaves. Par conséquent, c'est par les Arabes qu'on sait qu'il y avait déjà des esclaves avant. Sinon, on peut imaginer, évidemment, ou retrouver Aristote, par exemple, dans l'Antiquité grecque, expliquait que tous les noms grecs n'étaient bon qu'à être esclaves puisqu'ils n'avaient pas la culture grecque. Et donc c'était un critère culturel à cette époque-là. C'était aussi un critère culturel pour les musulmans, c'était tous les non-musulmans.
C'est-à-dire la philosophie d'époque, c'était la religion. Donc ceux qui n'étaient pas musulmans étaient des sauvages et par conséquent pouvaient être des esclaves. Donc les Berbères ont été esclavisés, puis les Berbères se sont convertis à l'islam, ils sont descendus vers le sud, et à ce moment-là, on a la première phrase d'un texte qui aurait été conclu entre les Arabes d'Égypte et les Nubiens, au sud de l'Égypte, qui se faisaient constamment la guerre parce qu'ils voulaient se conquérir les uns les autres. Finalement, ils font la paix, mais ils négocient la paix, ce qu'on appelle le pacte, qui dit que les Arabes n'essaieront plus de prendre la Nubie à condition que la Nubie leur paye 300 esclaves par an de bonne qualité. Enfin, c'est décrit dans les textes, mais ce texte, on ne le connaît que par un récit du 9e siècle. Or, ça serait passé au 7e siècle. Vous voyez, on a des sources quand même qui sont délicates à manier pour ce genre de choses. Va donc commencer à ce moment-là une traite transsaharienne qui va être très importante à travers le Sahara, qui va probablement augmenter beaucoup avec ce qu'on appelle les grands empires de l'Ouest africain médiévaux, les empires de l'or, puisque c'est là qu'il y avait de l'or qui circulait et qui partait par le commerce transsaharien vers l'Europe occidentale aussi, vers la Méditerranée. Et l'or arrivait avec des esclaves. Et les Arabo-berbères vendaient les deux. Les Arabes avaient une monnaie surtout d'argent, l'or ne les intéressait pas beaucoup, donc ils vendaient l'or aux Occidentaux et ils gardaient des esclaves et ils en vendaient aussi. Donc tout ça se met en place entre le 10e, à partir, disons, du 10e siècle. Au 10e siècle, on a vraiment des sources très importantes qui décrivent très fortement ce commerce au Caire, qui est un grand marché d'esclaves noirs, par conséquent, mais pas seulement, il y en a de toutes les couleurs, mais on le connaît par des sources écrites, et ce commerce transsaharien va se prolonger jusqu'au 19e siècle. Les évaluations ont été très importantes. Elles sont exagérées probablement, les dernières recherches qui comptent véritablement tout ce qui s'est passé au 19e siècle, parce que là on a des archives, les Britanniques ou les Français comptaient toutes les caravanes qui passaient par les oasis, donc il y a toute une série de statistiques qui existent, et l'hypothèse part du fait que le trafic était le plus intense au 19e siècle, compte tenu des moyens plus modernisés, et que donc il devait être un petit peu moins important. Bon, bref. Avec des hypothèses, évidemment. Finalement, on estime qu'il y a probablement 7 millions d'Africains noirs qui ont traversé le Sahara, plus, avant on disait 12 ou 14, maintenant on dit plutôt 7 ou 8, mais enfin, n'importe c'est beaucoup de millions. C'est pas très intelligent, je dirais, de pas mal de chercheurs de se battre à coups de millions, parce que des millions d'esclaves, c'est déjà beaucoup. 1 million, c'est déjà beaucoup, donc 7 millions, c'est énorme. Et vouloir le faire grossir pour le monter à 14, ça n'a pas grande signification quand on pense que la population, évidemment, c'était pas 1 milliard d'Africains à l'époque. C'était beaucoup moins. Donc, l'appartement, c'était très important. Du côté de l'océan Indien, le contact est aussi très ancien. Et c'est là que Talquatubira, elle a un petit peu... Alors, certains historiens ont fait des mines en disant la loi Taubira, il faut la refaire parce qu'historiquement elle n'est pas juste, elle commence ça au XVIe siècle. Or, ça existe depuis 1000 ans avant notre ère, ce qui est vrai dans l'océan Indien. On a retrouvé des esclaves noirs en Chine au Xe siècle, on avait probablement avant, mais on en a trouvé au Xe siècle. Il y a eu des contacts entre la Chine et l'Afrique orientale extrêmement important, maritime, jusqu'au XVe siècle. Au XVe siècle, il y a eu un empereur qui a eu une mauvaise idée par rapport aux Portugais qui commençaient à s'élancer vers l'Atlantique. Il a dit l'empire chinois est très grand à l'intérieur, il
il faut donc le développer à l'intérieur, et j'interdis maintenant qu'il y ait des expéditions vers internationales. Donc les contacts maritimes, qui étaient très importants avec, à travers l'océan Indien, se sont arrêtés par la volonté politique chinoise, au moment où, au contraire, les Portugais, eux, commençaient à lancer leurs expéditions à la fin au début du XVe siècle. Alors les Portugais, eux, ce qu'ils veulent trouver, d'abord, c'est l'or. L'or était très important depuis toujours en Occident. On savait qu'il y avait, depuis Hérodote, 5e siècle avant notre ère, on savait qu'il y avait un échange, quelque part, c'était Hérodote qui l'avait raconté, qu'il avait entendu raconter, parce qu'il ne l'avait pas vu, qu'il y avait un échange entre le sel du désert et l'or qui venait du sud, quelque part dans l'ouest africain. C'était déjà connu, donc au 5e siècle avant notre ère. Le premier Portugais qui va débarquer du côté de la Mauritanie, dans les années 1440, ils arrivent à Ceuta, au nord du Maroc, en 1415. Vers 1440, les Portugais s'emparent d'un certain nombre de morts, on disait morts M-A-U-R-E, c'est-à-dire de gens du désert qui étaient justement fortement métissés et mélangés de partout les contacts entre le nord et le sud. Et le chef mort qui a été pris comme esclave lui dit: mais non, nous on peut t'apporter beaucoup d'esclaves et beaucoup d'or, et par conséquent tu nous relâches et on va t'en apporter. Et donc on sait par ce genre de témoignage que les Occidentaux savaient déjà qu'il y avait tout ce trafic du côté transsaharien, mais ils ne savaient pas d'où ça venait. Le grand événement qui leur a ouvert les yeux, c'est ce qu'on appelle l'Atlas catalan de 1375, pardon, et l'Atlas catalan en réalité a été dessiné par un juif de Majorque qui était informé par les gens de la Méditerranée, en particulier les arabo-berbères qui connaissaient bien toute la zone, et il a dessiné toute l'Afrique de l'Ouest, en particulier le monde entier, dont l'Afrique de l'Ouest, et il présente en Afrique de l'Ouest le roi le plus riche du monde, Kankan Moussa, qui est dessiné sur la carte catalane sur un trône d'or, tenant un sceptre avec une boule d'or et couronné d'or, et il y a une légende dessous qui explique que c'est le roi le plus riche du monde en or. Kankan Moussa est un grand personnage de l'Empire du Mali de l'époque, entre le XIIIe et le XIVe siècle. Il a fait le pèlerinage de la Mecque, il a résidé 2 ans à la Mecque, il est passé par le Caire, il a apporté tellement d'or au Caire que le prix de l'or s'en est trouvé abaissé, tellement il en avait emporté plusieurs dizaines de kilos d'or. Il est parti avec 12 000 esclaves, donc on sait aussi qu'il pratiquait l'esclavage. Et tout ceci est raconté par les voyageurs arabes qui circulaient dans la zone, de même qu'ils circulaient en Afrique orientale. Donc on a finalement, à partir du 7e, 8e, 9e siècle, grâce aux voyageurs et aux commerçants de langue arabe, soit qu'ils étaient eux-mêmes arabes ou berbères, soit qu'ils ont appris l'arabe à des Africains qui, à leur tour, ont raconté et fixé leur histoire en langue arabe ou dans des langues locales utilisant les caractères arabes, ce qu'on appelle l'adjami, et par conséquent on a aussi des grands récits du XVIe et XVIIe siècle par les Africains eux-mêmes de leur histoire et de leur tradition depuis le XIIe siècle, et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire de ces grands monarques africains qui pratiquaient donc l'esclavage, mais évidemment qui ne vendaient pas leurs propres sujets, mais qui allaient faire la guerre ailleurs pour prendre des esclaves ailleurs, pour attirer évidemment, et pour les envoyer. Alors tout ça est un contexte qui fait que les Portugais apprennent que l'or qu'ils recevaient d'Afrique du Nord en fait arrive de beaucoup plus loin. Ils vont lancer
le long de la côte atlantique des expéditions qui vont durer tout le siècle, tout le XVe siècle, jusqu'en 1488 où finalement ils atteignent le cap de Bonne-Espérance, et à une époque où les Amériques n'étaient pas connues des Européens. Christophe Colomb y arrive en 1492. C'est-à-dire que le XVe siècle est un siècle, disons, luso-africain, portugais-africain. Et c'est là que va se mettre en place la traite africaine, atlantique, qui va commencer sur les côtes africaines en direction de Lisbonne, la capitale du Portugal. Lisbonne est la ville la plus importante de l'Atlantique au XVe et au XVIe siècle. En 1500, vous avez 100 000 habitants à Lisbonne, dont 10 000 noirs esclaves. Et au XVe siècle, environ 150 000 esclaves africains sont débarqués à Lisbonne, sont vendus aux Espagnols, aux Italiens, aux Français du Sud. On estime que dans la totalité de la traite jusqu'au XIXe siècle, probablement 1 million d'esclaves africains noirs sont arrivés en Europe, la plupart d'abord par ce biais, puis ensuite par les différents navires négriers. Donc vous avez une imbrication en fait des intérêts méditerranéens qui vont passer vers les intérêts atlantiques, qui vont être financés par des banquiers génois et vénitiens pour les expéditions portugaises, qui vont aussi se financer avec l'or que les Portugais rapportent d'Afrique. D'une certaine façon, c'est les Africains qui ont payé, sans savoir, qui ont payé la découverte des côtes africaines et même des côtes américaines. Mais c'est une petite minorité de marchands, de négociants. Alors les Portugais qui arrivent dans des îles au large de l'Afrique, qui sont souvent des îles désertes, comme les îles du Cap-Vert, ce sont des hommes jeunes, sans femmes, évidemment, à l'époque. Ils ont des femmes, ils vont acheter des esclaves sur la côte. Et à la première génération, cette population est créolisée, métissée. Et à la deuxième ou troisième génération, les gens sont d'un peu toutes les couleurs, je dirais, mais tous, ils ont la même profession. Ils sont traitants, courtiers, marchands d'esclaves. Et donc c'est une population créolisée. C'est une phase qui n'était pas connue du tout des historiens jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est une population créolisée, métissée, où tout le monde se dit portugais parce que tout le monde parle portugais, plus ou moins portugais parce que c'est la langue de communication. Et les choses vont changer lorsque les Portugais reçoivent la canne à sucre. La canne à sucre arrive d'Indonésie, en Inde, il y a eu des plantations en Égypte, et là-dessus les Portugais l'amènent en Atlantique et cherchent un endroit où la canne à sucre pourrait s'adapter. Ils le trouvent dans une île déserte aussi, qui est en face du Gabon, au fond du golfe du Bénin, l'île de Saint-Tomé, qui est du climat équatorial, beaucoup d'eau, beaucoup de soleil aussi, et l'apport d'esclaves qu'on va chercher sur les côtes et de planteurs qui sont pour la plupart non pas directement portugais, mais les Portugais à la façon de l'époque, c'est-à-dire des gens qui sont plus ou moins nés dans la zone et qui pratiquent donc, et ils inventent la plantation sucrière. Alors la plantation sucrière, c'est quelque chose de terrible et qui va beaucoup se développer dans les Amériques au XVIIe ou XVIIIe siècle, parce que la canne à sucre exige beaucoup de main-d'œuvre, et que donc à Saint-Tomé, il y a l'invention de la plantation sucrière. À Saint-Tomé, il y a tous les phénomènes, y compris les esclaves qui fuient, ce qu'on appelle les esclaves marrons, qui vont dans la forêt, qui finalement suscitent un grand soulèvement dès le XVIe siècle, avec un chef qui s'appelle Amador, qui finira par être tué. Certaines façons, cette grande révolte échoue, mais elle a réussi quand même dans la mesure où Amador et les révoltiers ont incendié les plantations. Donc les plantations sont détruites et les planteurs décident de partir à ce moment-là. Le Brésil vient d'être découvert en 1500
les planteurs démontent leurs fours à sucre, leurs installations, emportent la canne à sucre, les esclaves, la main-d'œuvre et les techniques, évidemment, de production du sucre au Brésil. Et à partir du Brésil, au XVIIe et au XVIIIe siècle, ça va gagner toutes les Antilles et développer en particulier énormément l'île de Saint-Domingue. À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue, la future Haïti en partie, Saint-Domingue produit pratiquement la moitié du sucre qui vient des Antilles. C'est la perle de la colonisation française esclavagiste, avec une caractéristique aussi, comme c'est une culture qui demande énormément de main-d'œuvre, la population esclave de Saint-Domingue est une population, à cette époque-là, quasiment de première génération, c'est-à-dire d'Africains qui arrivent d'Afrique et qui vont se révolter. Et alors là, c'est la grande révolte qui va réussir, qui commence en 1792 à cause de la Révolution française, qui va donner naissance à toute une série de chefs de guerre, et en particulier Toussaint Louverture, et qui va aboutir, qui obtient en 1794 de la Convention française la suppression, non pas de la traite, mais de l'esclavage, qui va durer jusqu'en 1802, parce que Napoléon la rétablira. Mais en 1804, l'État indépendant de Haïti, République de Haïti, est créé, République noire, officielle, moderne. Alors, République noire, mais qui s'appelle République noire, la majorité des habitants, évidemment, sont d'anciens esclaves qui sont devenus des citoyens haïtiens, mais tous ceux qui se reconnaissent comme haïtiens sont haïtiens, quelle que soit leur couleur. C'est une République noire, donc c'est... et à ce moment-là, au XVIIIe siècle, dès le début du XVIIIe siècle, pour les Occidentaux, tous les esclaves sont noirs, et tout noir, finalement, n'est bon qu'à être esclave, puisque il y a beaucoup de noirs libres, il y a beaucoup d'affranchis, il y a toute une série de catégories de la société, mais disons que la caractéristique de l'esclavage noir est une invention du XVIIe siècle atlantique. Avant et ensuite pendant, en Asie et dans le reste du monde, l'esclavage continue aussi, les traites continuent aussi, mais elles sont toutes les couleurs. C'est-à-dire la traite atlantique est noire, et exclusivement noire. Et ça va beaucoup marquer les esprits, en particulier les esprits des colons et les esprits de tous les Européens, puisque à partir de cette époque-là qui est ancienne, c'est-à-dire le XVIIe siècle, on inculque et sont convaincus, tous les Européens, que les Noirs ne valent rien, puisqu'ils sont esclaves, et qu'eux seuls peuvent être esclaves. Et ça, c'est véritablement la spécificité, si vous voulez, une spécificité de l'esclavage atlantique qui a beaucoup marqué l'histoire, les esprits, et de façon durable, et tout le monde, parce que les planteurs ont enseigné à leurs esclaves qu'ils ne valaient rien. Donc c'est quelque chose qui, paradoxalement, il y a bien sûr beaucoup de résistance, bien sûr, beaucoup de révoltes qui ont pratiquement tout échoué pour des raisons stratégiques. Ils n'avaient pas d'armes, sauf Saint-Domingue. Et Saint-Domingue, c'est quelque chose d'extrêmement important qui va bouleverser l'histoire au début du XIXe siècle, qui va inciter les Britanniques à penser que c'est le début de la fin, bien que les plantations sucrières soient toujours très profitables. On a dit souvent, on a aboli la traite parce que ça ne rapportait pas. Non, les historiens ont montré que les plantations sucrières sont très profitables jusqu'au milieu du XIXe siècle. Seulement, les Britanniques sont en train de conduire leur révolution industrielle dès la fin du XVIIIe siècle, et disons à Londres, les politiques sont beaucoup moins intéressés par les planteurs.
bon oui, les planteurs c'est important, et les planteurs eux veulent garder l'esclavage, mais à Londres on dit, bon ben nous maintenant ce qu'il nous faut c'est des matières premières. Et en particulier pour l'industrie textile, il y a une matière première extrêmement importante qui est le coton. Or, qui produit le coton dans la première moitié du 19e siècle? Les États-Unis du Sud, esclavagistes. Et les Britanniques qui ont supprimé la traite en 1807 et qui vont assez tôt supprimer l'esclavage, enfin assez tôt par rapport aux autres, en 1835, ne parlent pas des États-Unis. Alors les États-Unis interdisent la traite aussi en 1808, ce sont les deux. Et pourquoi est-ce que les États-Unis interdisent la traite en 1808? C'est parce qu'il y a eu un apport assez faible atlantique aux États-Unis. Les États-Unis ont pratiqué la traite interne, c'est-à-dire que les terres stérilisées de l'Est regorgent d'esclaves qui sont vendus à l'Ouest par la conquête, la conquête des États-Unis qui se passe pendant tout le XIXe siècle. Donc les esclaves de l'Est sont transférés à l'Ouest, et puis il y a beaucoup de razzias sur la frontière entre le nord et le sud des États-Unis. Vous avez peut-être vu le film 12 années esclaves, qui est une histoire vraie, qui est un noir libre de New York qui a été enlevé par des gens du sud et qui est resté 12 années esclave sans pouvoir montrer qu'il n'avait pas à être esclave. Enfin, c'est une histoire absolument épouvantable. Je dirais qu'il y a un film qui est très intéressant qui a été fait il y a une dizaine d'années, petite dizaine d'années, 12 années esclaves. Je dirais que le récit qu'il en fait est pire que le film. Effectivement. Et donc il y a beaucoup de razzias, environ 1 million d'esclaves viennent de l'intérieur des États-Unis de transfert d'esclaves, alors qu'on pense que du côté atlantique, il y en a au maximum 600 000 qui sont arrivés. Donc les États-Unis n'avaient pas grand intérêt à poursuivre la traite atlantique, ils avaient grand intérêt à poursuivre l'esclavage. Et les Britanniques, finalement, qui vont interdire l'esclavage, sont très contents que les États-Unis fournissent beaucoup de coton dont ils ont grand besoin. Mais les affaires intérieures des États-Unis, ce n'est pas l'affaire des Britanniques. Donc le coton produit par les États-Unis, c'est du coton esclavagiste. Et ça ne gêne pas du tout les industriels britanniques qui achètent à l'étranger le coton, ils en achètent en Égypte, c'est aussi des plantations plus ou moins esclavagistes, ils en achètent partout, ils en achètent en Inde, et ils en achètent surtout aux États-Unis. Donc tout ça est très complexe et très... Finalement, l'esclavage, l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire du profit. C'était un commerce extrêmement profitable, mais dangereux aussi, surtout lorsque théoriquement la traite des esclaves atlantiques a été interdite, parce que la marine britannique a raisonné les bateaux, donc tous les bateaux au XIXe siècle n'étaient pas sûrs d'arriver à bon port, les bateaux chargés d'esclaves, mais les gens investissaient dans plusieurs bateaux. C'est-à-dire ils avaient 6 parts dans 6 bateaux différents. Et chaque bateau pouvait être partagé en un nombre très grand de parts, si bien que les gens investissaient des parts de bateaux, et s'ils avaient investi dans 6 bateaux, ils pouvaient penser que si 3 bateaux arrivaient sur les 6, ça serait quand même une bonne affaire. Donc au XIXe siècle, où malgré la suppression de la traite, puis la suppression de l'esclavage, et surtout la suppression de la traite, le trafic atlantique est aussi important dans la première moitié du XIXe, alors qu'il est clandestin pour les Européens, qu'il était dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la période maximale. C'est entre 1760 et 1830 que pratiquement la moitié des esclaves qui arrivent dans les Amériques sont traités, et il n'y a pas de différence entre la traite officielle légale du XVIIIe et la traite clandestine du XIXe, parce que la traite clandestine, elle est nourrie par les marchés, et pour que la traite clandestine disparaisse, il faut que l'esclavage, lui, soit interdit. Or, les Britanniques
Britanniques c'est 1835, les Français c'est 1848, les Américains avec la guerre de sécession c'est 1863, 1865, Cuba c'est 1879, le Brésil c'est 1888. Et tant que vous avez des marchés d'esclaves, eh bien vous avez des bateaux qui vont les fournir, même si ce n'est pas autorisé. Donc, ne pas penser que l'interdiction de l'esclavage de 1848 en France met fin effectivement à l'esclavage. Mais l'interdiction de la traite n'a pas mis fin du tout ni à l'esclavage ni à la traite. Tant qu'il y avait esclavage, il y avait. Alors, on enseigne aux enfants, je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je ne m'arrêterai pas. On enseigne aux enfants encore que 1815, congrès de Vienne, fin des guerres napoléoniennes, suppression de la traite atlantique par toutes les puissances imposées par la Grande-Bretagne. Quand on regarde les archives, que beaucoup d'historiens n'avaient pas beaucoup regardé en rédigeant les manuels, et bien on s'aperçoit que non, ce n'est pas dans le traité de Vienne, c'est un acte, c'est une déclaration additive du traité de Vienne, d'une page, qui dit que les grandes puissances s'engagent à supprimer ce commerce déshonorant, épouvantable, abominable, dès qu'elles le pourront. Ce n'est pas la même chose. Et pendant toutes les années 1820 jusqu'aux années 1830, il y a beaucoup de différends franco-britanniques parce que la France continue à faire le commerce de contrebande, de tolérer, sans dire. Il y a des ordonnances royales, mais en fait, il y a des instructions confidentielles dans les ports pour dire laissez faire. Et la traite française sera véritablement disparaîtra avec une loi de la monarchie de juillet 1831, loi de Louis-Philippe, par conséquent, le dernier bateau négrier quitte Nantes en 1832. Parce que là, c'est fini pour les Français. Donc vous voyez les choses, enfin, fêter l'abolition de la traite, c'est une chose, mesurer ce que ça représente par rapport aux réalités historiques et aux progressions, c'est tout à fait autre chose, parce que la Grande-Bretagne aussi, qui voyait ses intérêts dans ses alliances avec en particulier le Portugal et le Brésil, a toléré, a dit c'est interdit, mais a toléré, donc a autorisé la traite atlantique au sud de l'équateur. Si vous regardez une carte au sud de l'équateur, vous avez le Brésil, l'Angola et le Mozambique. Par conséquent, la traite brésilienne a continué intensément jusqu'en 1840. En 1840, la Grande-Bretagne dit bon, c'est fini. Et en 1850, le Brésil, à son tour, interdira la traite. Mais dans la première moitié du XIXe siècle, la traite reste tout à fait active. Ça dépend des puissances, évidemment, ça dépend des zones. Et au total, sur le total de 13 millions environ d'esclaves qui ont été déportés vers les Amériques, presque la moitié, 45%, sont partis par l'Atlantique Sud, la plupart au Brésil et dans les Antilles du Sud. Alors, la traite triangulaire, c'est caractéristique de la traite de l'Atlantique Nord, britannique et français, mais la traite entre le Brésil, l'Angola et le Brésil, et toute la route angolaise au sens large, c'est-à-dire depuis le Cameroun jusqu'à l'Angola, elle représente donc 45% du total, la plupart ayant été traités soit au XIXe siècle, soit au début, au XVIe siècle, au moment où les Britanniques et les Français n'étaient pas encore développés. Jusqu'en 1750, c'est aussi les Portugais et les Brésiliens. Donc l'histoire de la traite et de l'esclavage atlantique est une histoire très complexe, et je dirais, quand on étudie tous les résultats que ça a provoqué, c'est vraiment une histoire économique fondamentale pour
l'Occident à cette époque. Les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, toutes les puissances financières se mettent en branle pour financer les traites au XIXe siècle en particulier. Et paradoxalement, la dernière chose dramatique, c'est que lorsqu'il y a les abolitions, 1848, 1835, 1848, les planteurs britanniques et les planteurs français sont indemnisés, très fortement indemnisés. Et les planteurs britanniques, où la révolution industrielle a 50 ans d'avance sur la France, vont réinvestir tout ce qu'ils ont reçu, qui est énorme, dans les industries nouvelles, beaucoup plus que dans les plantations. Donc ils vont financer la révolution industrielle avec les indemnités supprimant l'esclavage. Donc la suppression de l'esclavage, alors ceux qui n'ont pas été indemnisés sont les Brésiliens, parce que c'est trop tard. 1888, véritablement, les esclaves sont en train de se sauver, c'est complètement passé de mode, c'est plus possible, et les planteurs brésiliens n'ont pas été indemnisés. Mais c'est bien les seuls, les Britanniques et les Français ont été... alors tous les propriétaires d'esclaves. Alors ça veut pas, c'est pas une question de couleur, il y avait des propriétaires d'esclaves, il y avait pas mal de noirs libres dans les Antilles, donc vous aviez des petits propriétaires d'esclaves noirs qui ont été indemnisés aussi. Mais évidemment, s'ils avaient 2 ou 3 esclaves, c'était pas grand-chose par rapport à une grande plantation de 100 ou 500 esclaves. Donc le 19e siècle, c'est un siècle très compliqué, une histoire économique qui fait partie véritablement de notre histoire occidentale très fortement. Et c'est pourquoi je plaide beaucoup pour dire l'histoire de l'esclavage, c'est notre histoire à tous. C'est pas l'histoire simplement des anciens des descendants des anciens esclaves, c'est notre histoire à tous. Parce que tous ont participé, de façon différente bien entendu, à ces mutations économiques extrêmement importantes qui sont en très grande partie financées par des siècles de traite atlantique. On va donner la parole à la salle s'il y a des questions. Madame Zamia est arrivée parmi nous, elle va se présenter. Et éventuellement, c'est une historienne aussi, il aura peut-être des petites choses à rajouter ou des questions à poser à Mme Coquery, éventuellement. Bonjour à tous, merci M. Chambon, merci au collectif de commémorer, de marquer en tout cas cet acte pour nous faire aborder, pour nous permettre d'aborder ce sujet dont on n'en finit pas d'explorer encore l'étendue et dont on se rend compte de la méconnaissance pour la plupart d'entre nous. C'est un grand honneur pour moi d'être à côté de Mme Coquery-Wittwedge. Je suis pas historienne, on ne peut pas le dire comme ça. Enfin, je me dis historienne de formation, parce que je n'ai pas 30 ans de métier d'historienne et ni d'ouvrage derrière moi. Mais j'ai la chance d'être formée par Mme Coquery-Wittwedge. Et ça, c'est quand je l'entends, je me revois dans les cours avec cette passion et cette connaissance étendue. Bon, je suis très loin d'avoir fait ce travail immense que vous avez fait et vous avez apporté tant avec tous les historiens de l'Afrique. Mais ce qui m'a... Donc j'ai été étudiante à l'université Paris 7 dans les années 80 et en tant que descendante d'esclaves, enfin je ne pensais pas à ça particulièrement donc pour une partie de mon histoire. Je voulais juste savoir comment avait commencé cette histoire qu'on ne m'expliquait pas de l'esclavage pour la partie des Antilles qui me concernait, donc la Guadeloupe, la Martinique, les petites Antilles. Et là, j'ai petit à petit réalisé, au fil des recherches qui commençaient à se développer sur le plan universitaire, avec le soutien de Mme Coquery-Wittwedge pour mes travaux de recherche en maîtrise DEA et thèse, sur les débuts de l'esclavage à la Guadeloupe et les débuts de l'esclavage aux Antilles, en fin de compte, il n'était plus
petit sujet qui concernait que les Antilles, les Antillais, en effet, mais véritablement, au fil des lectures et des rencontres d'historiens du monde entier, que cette histoire nous concerne en effet tous, et quand on en prend conscience, c'est vrai que on se rend compte qu'on ne sait pas encore grand-chose, je vous l'avoue. J'ai appris beaucoup encore des derniers travaux de Mme Koprivitrovic, notamment sur d'autres nouveaux regards sur lesquels on se penche aujourd'hui, c'est-à-dire partir du vécu des Africains, du vécu des esclaves, de leurs paroles. Et au fond de moi, c'était ça, le but de ma recherche. En faisant cette étude des premiers temps de l'esclavage, je suis remontée un peu avant, bien sûr, et puis on a aussi étudié un petit peu l'histoire de l'esclavage dans l'Antiquité. Et puis, on n'en était pas du tout aux travaux d'aujourd'hui sur l'esclavage du Portugal et Sao Tomé, et j'ignorais tout cela, véritablement. Mais dans tous les cas, ces premiers temps de l'esclavage me permettaient les 30 puis 50 premières années de tomber sur, pour la France, la mise en place d'une société, les mécanismes de mise en place d'une société esclavagiste française, et qui se confrontait à cette nouveauté qui était de gérer une main-d'œuvre esclave, une société esclavagiste. Et tout compte fait, ce ne sont pas les esclaves qui parlent, mais ce sont les lettres, les ordonnances royales, les arrêts, les règlements qui racontent les difficultés rencontrées, comment les résoudre en fait, ces difficultés de maintenir, de gérer une population esclave qui est un peu nombreuse au début. Et en fin de compte, avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte que la fameuse expérience de Sao Tomé contenait tout. Déjà le système, et que donc il y a eu un héritage. Les colons français, européens, ont hérité d'un système qui avait déjà été mis en place un siècle avant. Donc, moi qui croyais que c'était nouveau, que c'était le début d'une société, j'ai vu que c'était la continuité d'un système, et que l'esclavage lui-même étant si ancien, comment s'arracher pour cette société du XVI-XVIIe siècle, parce que les Français parcouraient déjà les océans, et vendaient les esclaves, les prenaient aux autres navires. Mais quand la société française s'installe aux Antilles dans un système esclavagiste, elle n'a pas l'expérience, mais elle a un héritage. Dans les Antilles, il y a donc les Espagnols et les Portugais au Brésil. Il n'y a pas de changement en fin de compte. C'est juste que bon, il faut arriver à produire ce fameux sucre en fin de compte. Va-t-on y arriver? Et c'est aussi le hasard de l'arrivée d'esclaves amenés du Portugal, des Hollandais chassés du Brésil qui étaient installés là-bas et que les Hollandais ont chassé, les Portugais ont chassé, qui ont transporté la technique. Et quand on regarde à la loupe, effectivement, on a beaucoup d'éléments d'imprévus qui font que oui, ça se met en place, mais c'était pas gagné du tout. Au début, c'était le tabac qui était produit aux Antilles, donc ma spécialité, ça reste cette partie-là. Et petit à petit, des premiers temps, des premiers colons, des premiers habitants, de la nouveauté, de la découverte d'un autre monde, d'autres habitants amérindiens, Caraïbes, Arawak, dans les petites îles des Antilles, et qui vont être vite chassés, les derniers là, qui nous gênent quand même. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça s'exprime un peu. Il faut donc prendre ces terres, les Français commencent à avoir le sucre, et quand ça va démarrer, il faut que ça marche. Et là, c'est l'État qui vient soutenir par les compagnies, toute l'organisation juridique, sociale, administrative. C'est comme une compagnie d'État, on dirait, une compagnie comme Air France, ou comme, voilà, qui finalement commerciale, complètement. Et évidemment, s'il n'y avait pas cet argent de l'État, il n'y aurait peut-être pas cette possibilité pour des individus
Switch. Hein. Je ne veux pas prendre trop la parole parce que je pense qu'on aura d'autres échanges. Je viens apporter ma petite touche et ma contribution. Et j'enseigne l'histoire de l'esclavage comme intervenante pédagogique dans les écoles élémentaires, collèges, lycées, depuis 2008, depuis que, que l'esclavage est dans les programmes. Et parce que justement, cette spécialité-là il me semblait utile qu'elle serve à l'enseignement de ces nouveaux programmes. Et les professeurs n'ont pas forcément eu la chance de faire un cursus sur l'histoire de l'Afrique, déjà de l'Amérique latine, ce que j'ai fait aussi, et l'histoire de l'esclavage tout simplement. Donc c'est une aventure absolument passionnante parce que tout ce qu'on est en train de vivre là en ce moment, avec votre présence aussi, votre initiative, c'est qu'on a beaucoup de choses à dire. Et on a maintenant énormément de connaissances. Et si on peut synthétiser, c'est ce qu'on essaye de faire. Je n'évite jamais le sujet de l'esclavage antique, plus l'esclavage des traites transsahariennes avec les élèves. En général, on m'appelle pour contribuer à un projet, mais je fais une introduction à l'esclavage. Et c'est absolument indispensable qu'ils aient ce champ, en fait, cette perception du champ historique. Donc la plupart des enfants qui ont la peau foncée, parce qu'en fait la marque reste cette histoire de peau, marque par manque de connaissance de ces stratégies et d'inventions bien utiles sur le plan économique. Il n'y a rien qui justifie évidemment une quelconque supériorité, infériorité, mais le système économique archaïque qui est celui de l'esclavage, vraiment, je trouve, là il faudrait rentrer dans le système des plantations, qui est assez immuable au cours des siècles, c'est assez surprenant, jusqu'à l'abolition au 19e siècle, on va fouetter les gens, enfin, on n'en est plus encore, on n'en est pas encore sur place à se dire non, ce système est aberrant, puisqu'on ne peut pas faire travailler les gens, les gens ne vont pas vraiment produire autant que s'ils étaient rémunérés. Non, c'est donc une mentalité qui s'est vraiment inscrite, posséder les êtres humains, les faire travailler comme bon leur semblait, en tout cas, pour peut-être des intérêts pas si importants que ça au XIXe siècle. Une rentabilité tout à fait relative. Les négriers s'enrichissent quand même pas mal. Au 19e, je veux dire que sur la fin, quand on voit la résistance à ne pas arrêter, surtout sur place, l'esclavage, c'est la betterave qui arrive, qui vient concurrencer le sucre. Et non, il résiste. Et c'est cet héritage-là qui a été peut-être après transposé d'une autre façon, mais dans la colonisation, c'est un point d'appui de toute façon. Avec l'héritage d'être noir esclave, après d'être colonisé, etc. Ça a quand même fortement appuyé quand on voit les discours justement sur la race qui n'existait pas. C'est à pratiquer, c'est certain, dès l'esclavage entre guillemets racial, donc, par le fait qu'il y avait un bon filon, hein, et que ça se voyait par la couleur, mais les théories raciales naissent au moment de grande colonisation de l'Afrique par les Européens pour justifier cette colonisation. Avec des termes qu'on n'avait pas entendus auparavant. Disons que esclave, ça voulait tout dire, quoi. Mais là, c'est après l'abolition de la colonisation. Et c'est là que viennent s'appuyer les théories raciales pour justifier, on va les civiliser, on va les... Voilà. Et donc, je vais vous laisser la parole pour échanger. Et pour l'enseignement, pour les élèves, il y a toujours un effet bénéfique, positif entre élèves, surtout quand il y a
personnes d'origine différente. Et c'est comme si on a dit, ah ben pourquoi on m'a pas dit ça avant? Voilà, c'est tout à fait simple. Une fois qu'on a donné quelques clés de compréhension sur la longue durée, comment ça s'est installé, c'est du racisme que je rencontre la plupart du temps dans les collèges et les lycées, dès qu'on aborde cette histoire-là. Ça rejoint ce qu'on a dit au début, c'est à savoir que c'est pour ça un peu qu'on a fait partie collectif d'un collège et notamment des classes de 4e qui abordent ce sujet-là avec les enseignants, certains sont dans la salle. Avant de donner la parole, moi j'avais une question, on a peut-être un peu effleuré rapidement, c'est l'océan Indien par Zanzibar. Le fait que à la fois il y a eu donc de traite qui est remontée par le Sahara, avec des pertes par des caravanes sahariennes, où il y avait, on imagine le nombre de millions, de milliers, de dizaines de milliers de morts, et en même temps les traites par la maritime, par les courriers maritimes, en direction de l'Inde, etc. Et c'est un point où il se trouve effectivement qu'il y a aussi la Réunion, et la Réunion, donc peut-être un mot là-dessus, parce que bon, il y a Madagascar qui est pas loin, il y a l'île Maurice, et de là aussi, il y a eu des échanges d'esclaves, notamment comment la Réunion a été peuplée un peu par ça, notamment avec la venue d'esclaves qui venaient de Madagascar, etc. Peut-être un petit point, Mitrovic, puis après les questions dans la salle. Oui, bien sûr. Alors, la situation est différente, mais finalement analogue à l'est de l'Afrique. Elle est différente dans la mesure où vous avez un sultanat du sud-est de la péninsule arabique, le sultanat d'Oman, qui dominait la côte orientale d'Afrique le long de l'océan Indien et qui pratiquait beaucoup de commerce avec des échanges avec l'ensemble des États longeant l'océan Indien. Il y a un capotage possible pratiquement de la Chine, tournant de la péninsule indo-chinoise, l'Inde, la Perse. Ces échanges sont extrêmement anciens, beaucoup plus anciens que, je disais quelquefois justement à mes élèves aussi, mes étudiants, les Européens parlent toujours de la découverte de l'Afrique, ils sont les tout derniers à être arrivés en Afrique. Du côté les Chinois, les Indonésiens, les Perses, du côté les Arabes, tout le monde est arrivé en Afrique avant les Européens qui ne sont arrivés qu'en 1415 quand même pour l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire 1000 ans après les Indonésiens en somme du côté. Alors Zanzibar devient un centre, l'île de Zanzibar devient un centre très important de la traite des esclaves dans l'océan Indien et très prospère parce que, en fait, vous avez aussi là le jeu entre. C'est un petit peu comme les États-Unis. La comparaison a l'air bizarre, mais en réalité, c'est le même genre de système, un système esclavagiste avec des plantations. Donc, un gros marché d'esclaves avec des plantations. Et en particulier des plantations qui viennent d'ailleurs justement de la Réunion. Enfin, il y a eu un échange, c'est arrivé de la Réunion, du clou de girofle, et qui fait que les îles de Zanzibar et de Pemba deviennent les uniques producteurs mondiaux du clou de girofle. Le clou de girofle est une épice qui servait beaucoup dans la pharmacopée pour des tas de choses, donc qui est un produit coûteux, qui est produit par des plantations esclavagistes. Et donc vous avez le système, comme le sud des États-Unis, avec le coton, vous avez les plantations de clous de girofle, et puis les plantations qui vont se propager tout le long de la côte africaine. Alors sur la côte africaine, vous avez des populations très mêlées depuis très longtemps, qui ont donné naissance à une culture, justement, une culture, toutes les cultures naissent de la rencontre d'autres cultures, et la langue swahili commence à se constituer au début de notre ère, finalement, elle commence à prendre vraiment forme vers le 8e siècle, et la culture swahili est une espèce d'ensemble. Alors la langue swahili a des tas de variantes du nord au sud de la côte d'Afrique, mais
disons, la culture swahili, c'est cette culture créolisée, très mêlée, et la langue swahili, c'est une langue de la famille des langues bantoues, avec beaucoup d'emprunts au perse, à l'arabe et à d'autres langues, qui fait que sur la côte de l'océan Indien, vous avez des villes commerçantes depuis très longtemps, avec une concurrence entre les Arabes et les Swahili, parce que les Swahili, d'une certaine façon, les Swahili sont les autochtones. Les Arabes viennent d'Arabie, c'est les dominants, mais le sultan arabe doit beaucoup négocier avec les Swahili. D'ailleurs, ils se bagarrent pas mal tout au long de l'histoire. Mais ils envoient des caravanes vers l'intérieur de l'Afrique, drainer tous les esclaves qu'ils peuvent ramasser de l'intérieur pour les amener dans des plantations qui vont s'allonger tout le long des côtes africaines. Alors, canne à sucre, sisal, copra, culture vivrière aussi pour nourrir les caravanes. Donc, il faut produire du mil, du manioc, etc. Et tout ceci se développe énormément au XIXe siècle, avec une augmentation de la traite des esclaves dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui est liée à l'évolution mondiale et à l'évolution atlantique. Les Européens importaient beaucoup d'armes en Afrique de l'Ouest, parce que les chefs côtiers, pour aller faire des razzias pour prendre des esclaves, pour faire la guerre aux autres, avaient besoin d'armes. Donc ils achètent entre autres, ils achètent contre les esclaves des armes, des fusils, ce qu'on appelle les fusils de traite. Le marché des fusils de traite est interdit progressivement par les Européens dans l'Atlantique, justement pour lutter contre la traite des esclaves. Mais rien ne se perd dans l'industrie. Qu'est-ce qu'on fait de ces fusils de traite? On va les transformer, d'abord les stocks de fusils des armements napoléoniens. L'Europe tout entière était armée. Vous avez des stocks extraordinaires d'armes qui ne servent plus à partir de 1815. Qu'est-ce qu'on en fait? On va les transformer en fusils de traite. Mais on ne peut plus les vendre dans l'Atlantique, puisque de moins en moins dans l'Atlantique. Donc vous avez des villes industrielles, une d'entre elles c'est Liège, ce qui sera la Belgique, qui transforme les armes européennes en armes de traite, de façon à satisfaire les goûts et les demandes du marché africain. Et puis tout au long du XIXe siècle, avec l'évolution technologique, à peu près tous les 10 ans, vous avez des nouvelles découvertes d'armes. Donc une armée européenne va se moderniser. Toutes les autres armées européennes vont se moderniser aussi. Et vous avez à peu près tous les 10 ans un stock d'armes fournies. Qu'est-ce qu'on en fait? On va les transformer en armes de traite. Et où est-ce qu'on les vend? On les vend en Méditerranée. Et en Méditerranée, ça passe vers l'océan Indien, et ça passe d'autant mieux dans l'océan Indien qu'en 1869, si je me trompe, le canal de Suez est ouvert. Et par conséquent, de passer de la Méditerranée à l'océan Indien, ça va beaucoup plus vite par la mer Rouge. Donc le sultan de Zanzibar reçoit, et les Swahili reçoivent beaucoup d'armes européennes qui vont leur permettre d'intensifier la traite à l'intérieur de l'Afrique, parce qu'ils les vendent contre des esclaves. La région des Grands Lacs, on est... Et la région des Grands Lacs en particulier va être razziée par les caravanes Swahili et par les chefs locaux, et quelquefois, alors vous avez quelques grands personnages qui sont d'ailleurs connus en Grande-Bretagne. Tipu Tip, vous avez peut-être entendu parler de Tipu Tip. Tipu Tip était un grand négociant Swahili de Zanzibar. Il avait une belle maison à Zanzibar, mais il va sur le Haut-Congo. Il crée des plantations dans le Haut-Congo. Il a écrit sa vie à la fin de sa vie. Donc on a l'autobiographie de Tipu Tip. Et c'est un grand homme d'affaires qui mourra de sa belle mort dans sa maison de Zanzibar en 1905, et il aura sa nécrologie dans le Times de Londres. Donc tout ça se tient. Oui, donc c'est ce que je peux dire pour enfin,
1874, les Britanniques obtiennent l'interdiction de la traite par le sultan de Zanzibar, mais interdiction de la traite dans l'océan Indien. Ils ne se mêlent pas des affaires internes du sultanat. Or, le sultanat, il est composé de la côte et beaucoup d'îles. Donc, l'esclavage interne va continuer, la traite interne va continuer jusqu'au début du XXe siècle. L'esclavage est interdit dans le sultanat avec le protectorat britannique. Et les Britanniques étaient très habiles. La plupart, c'est un spécialiste de l'histoire de l'esclavage, Paul Lovejoy, qui est un grand spécialiste de l'histoire de l'esclavage. Son livre est traduit en français maintenant chez Cartala, et qui m'a dit ça, et que je ne savais pas. La plupart des colonies britanniques, en fait, sont des protectorats. L'Inde était un protectorat. L'Afrique du Sud, enfin, il y avait la colonie du Cap ou du Natal, mais les États intérieurs, c'était des protectorats. Et dans un protectorat, la Grande-Bretagne n'intervient pas dans les affaires intérieures. Par conséquent, l'interdiction de la traite ne concerne pas les sociétés internes du protectorat, puisque c'est un protectorat. Donc, pas touche. D'ailleurs, les Français ont fait des colonies, mais ils ont fait un peu la même chose. Les sociétés internes avaient leurs affaires. Au début de la colonisation, c'était très commode d'aller demander à un chef, voilà, j'ai besoin de 200 hommes pour construire une piste. Et évidemment, le chef lui fournissait des esclaves. Et l'agent français n'allait pas chercher quel était le statut service dans les sociétés africaines des gens qu'il recrutait par son intermédiaire. Donc il y avait aussi un passage là. L'interdiction de l'esclavage, c'est une interdiction des colonies de plantation bien connues. Pour les Français, c'est Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion. Et la petit bout du Sénégal qui était occupé par les Français. Mais tout ce qui va être protectorat aussi du côté français, bon ben ça continue à avoir. Et l'esclavage a beaucoup augmenté dans les sociétés africaines du XIXe siècle, parce qu'à force de ne plus pouvoir les vendre à l'extérieur, ben, tous les circuits internes continuaient à fournir des esclaves. Ils ne sont pas arrêtés. Les Européens ne sont pas allés voir chaque chef africain en disant maintenant c'est fini, vous arrêtez. Les pistes de razzia traversaient de part en part l'Afrique au XIXe siècle, plus que jamais, puisque les demandes avaient été particulièrement importantes au XVIIIe et au XIXe siècle. Et donc, les pouvoirs africains ont dit qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on les met au travail. Donc on va faire des plantations pour les matières premières demandées par la révolution industrielle, les oléagineux tropicaux, l'huile d'arachide, l'huile de palme, les bois de teinture, très important, bois rouge, bois jaune, et puis couper des arbres à l'époque et les transporter, c'était un travail d'esclave, un travail très dur, et qu'il en fallait beaucoup. L'industrie chimique, les teintures chimiques n'existent qu'à la fin du 19e. Donc pendant tout le 19e siècle, les teintures sont des teintures tropicales. L'indigo est une plante originaire d'Afrique, par exemple le bleu. Donc tout ça, vous avez une conversion à l'intérieur des sociétés africaines à un système de production esclavagiste. Il y avait des sociétés à esclaves, mais on fait la distinction entre sociétés à esclaves et sociétés esclavagistes. Sociétés esclaves, dans toutes ces sociétés, il y avait partout des esclaves, mais toute la production n'était pas faite par les esclaves. Dans les sociétés esclavagistes, toute la production est faite par les esclaves. Et ça devient le cas en Afrique, dans la mesure où les esclaves, ils continuent à être radiés, puis ils restent sur place. Donc ils sont utilisés. Deux grands moyens, ou bien on les met à la production, ou bien on s'en sert comme soldats. D'où de grandes conquêtes. Alors, dans l'Ouest africain, c'est les grandes djihad. Et toutes les populations occupées deviennent esclaves à leur tour et donnent des esclaves. Et à l'Est, où il n'y a pas l'islam, ce sont de grands empires négriers, caravaniers, Rabat, Mirambo et d'autres. Ça, c'est la caractéristique de la deuxième moitié du XIXe siècle, la constitution de grands empires. Alors, ce n'est pas une conséquence directe, évidemment, de ce que je vous ai raconté avant, mais disons, tout ça, ça se tient d'une certaine façon. Donc, on retrouve des facteurs explicatifs,
Et ce sont des grands empires qui vont d'ailleurs être les plus résistants à la conquête européenne de la fin du XIXe siècle, précisément parce qu'ils sont d'une certaine façon modernisés, ils connaissent les armes, ils les achètent, ces armes de traite dont je vous parlais, ils ont des liens avec tous les marchés, soit de l'océan Indien, soit de la Méditerranée, soit de l'Atlantique pour ce qui est matière première. Et donc vous avez une espèce de mise en place d'une nouvelle économie qui affecte aussi les transformations continentales africaines. Tout petit mot sur la Réunion. La Réunion, ben, c'est à l'origine, c'était une île déserte. Ouais. C'est une île qui est donc découverte Du XVIIe siècle. 17e, un point de passage. Voilà. Et voilà, c'est un point de passage donc qui va être peuplé d'un certain nombre de colons, mais aussi beaucoup d'importations d'esclaves venant de Madagascar, beaucoup d'Indiens aussi. Donc c'est une population extraordinairement métissée depuis toujours, qui a donné donc une culture réunionnaise tout à fait typique aussi. Quand les gens vivent ensemble, ils créent une culture. Et donc, qui a donc eu une phase de plantation aussi, mais moi j'avoue que je ne connais pas très bien la Réunion, il faut mieux que ce soit. Oui, en parler. Je ne la connais pas énormément, je ne sais pas spécifiquement. On va passer la parole. Oui, c'est aussi une façon de parole. compléter. Voilà. Une question. La parole. Merci. Qu'est-ce que vous êtes bavard, les historiens Qu'est-ce que c'est plaisant de vous entendre? Ah, Dites, monsieur Chambon, tu t'es bien repris. C'est plaisant de vous entendre. Vous êtes bien Ça fait repris. 12 ans que je ne vous ai pas revu, Madame Cocody. On était ensemble au colloque de Dakar, à Gorée, avec le conseil départemental. Je suis ravi de vous voir. Et ravi aussi de voir votre étudiante, que vous regardiez avec cette grande attention comme ça. Et cette relation me plaît toujours. L'étudiant face à son grand maître, etc. Et elle était comme ça, en train de vous écouter, de voir ce que vous disiez, pour voir si vous avez assimilé les choses. Et je vois que vous avez bien assimilé les choses. C'est très bien. Alors ça, c'est le côté plaisanterie. Maintenant, on va être sérieux. Monsieur Choub, président de l'Université de Dakar, grand historien, qui a innové effectivement avec les notions, par exemple, de participation africaine dans l'esclavage, etc. En 2007, on n'était pas d'accord à Gorée, c'était dans le Grand Hôtel à Dakar, et je vous disais que je n'étais pas d'accord avec cette notion-là, parce que de quoi il s'agissait? Il ne s'agissait pas d'esclaves, mais de captifs de guerre. C'est un sujet éminemment historique. Les gens parlent de captifs de guerre, c'est-à-dire que les rois, les guerriers allaient chercher effectivement, quand ils battaient quelqu'un, ben, ils les possédaient par la guerre, etc. On appelle ça des captifs de guerre. Parce qu'en fait, en véhiculant cette idée-là à vous, parce que votre regard sur l'histoire de l'esclavage en Afrique est extrêmement intéressant, Madame Cocody, extrêmement intéressant, tellement intéressant que, comme vous le dites si bien l'étudiante, il y a beaucoup de regards, beaucoup de pistes, etc. Et ça qui est intéressant dans le travail ce qui ne m'empêche pas, en ma qualité de philosophe, de critiquer, mais c'est une critique constructive, tout simplement, pour améliorer les choses et mettre un haut là. Parce qu'effectivement, il y a un contentieux entre le monde entier et le monde africain sur cette notion de commerce que les Africains ont vendu les Antillais. Pas tous. Tous ceux qui ont fait des études ont compris effectivement qu'il y a eu effectivement des négociations, etc. Ça existe partout. Et Mme Cocody le disait très bien, c'est parce qu'il y a un marché que la chose se développe. D'accord? Il y a des gens pervers partout dans la nature, là, etc. Mais tous les Africains n'ont pas été effectivement des commerçants. Hein? Et M. Diouf, effectivement, je pense qu'il continue effectivement à développer cette piste-là. Et c'est très intéressant parce que le chercheur doit investir sa population, ne doit pas occulter un pan, un seul pan. D'accord? Et c'est en cela. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je respecte ses travaux, M. Diouf, que je connais très bien au Sénégal. Et mon professeur de philosophie, le professeur Djibril, travaille sur une notion que vous venez de dire, Kanka Moussa, celui qui est allé à la Mecque avec 12 000 captifs. Hein, le professeur de philosophie travaille sur Kanka Moussa, et je lui demanderai, je ne sais pas si vous avez fait travailler sur Kanka Moussa, mais ce serait une très bonne piste pour lui. C'est un travail monumental qu'il est en train de faire sur Kanka Moussa et cette notion de captif, ou pour les autres, d'esclaves, etc.
Voilà, merci beaucoup. Mais très intéressant. Bravo. Autre question? Merci, bonsoir. Je me présente Jean-Roger. Voilà. Ma question s'adresse par exemple à Madame la spécialiste de l'Afrique. Je dirais juste, en tant que spécialiste d'Afrique, sûrement vous devez parler une langue africaine. Pas très bien. Comment ça va très bien? Sûrement vous devez parler. Je suis de ma génération. Est-ce que vous pouvez dans une langue que vous maîtrisez le mieux, est-ce que vous pouvez nous donner un mot qui veut dire esclave, biens et meubles? Comme l'esclave, c'est un mot africain, non? Alors, j'ai assisté il n'y a pas longtemps pour répondre sur cette question. J'ai assisté il n'y a pas longtemps. Où est-ce que c'était? C'était à. Si, c'était un colloque à Longo, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. À Longo, au Congo, au Brazzaville, sur l'histoire de l'esclavage à Longo, qui était très très importante, pratiquement aussi importante, sinon peut-être plus importante qu'à Luanda, en Angola. Et à un moment, justement, il y a eu cette question, comment se dit, quelqu'un pose la question, comment se dit esclave dans vos différentes langues? Alors pour répondre à votre question sur est-ce que je parle une langue, mon champ de recherche de terrain a été l'Afrique équatoriale, en particulier le Gabon et le Congo, Brazzaville, pendant une quinzaine d'années, où il y a une centaine de langues différentes. Donc c'était extrêmement compliqué de savoir. C'est une des raisons pour lesquelles la langue de communication est devenue très fortement une langue étrangère, le français en l'occurrence. Donc, pour préciser votre question, quelqu'un a demandé, dans vos langues, vous, gens de Longo, gens du Congo qui êtes là, dans vos langues, comment se dit esclave? Il y a 15 mots qui sont venus, de 15 langues différentes. Alors, c'était impressionnant. C'était impressionnant parce que ça veut dire qu'il faut l'étudier. Ben, je ne suis pas linguiste, je ne peux pas. Mais ça veut dire que des mots locaux existent pour désigner l'esclave. Et il y en a beaucoup. Et quelles sont les nuances? Et pourquoi ce n'est pas le même mot, etc. etc. C'est un champ de recherche fantastique. Mais c'était impressionnant, absolument, de voir juste à Longo combien de mots voulaient dire esclave. Vous dites Longo, mais c'est Maluango. Vous avez raison. Maluango, je révèle mes maladresses linguistiques. Ou serviteur, c'est Moumou. Moumou qui veut dire serviteur. Mais ça ne veut pas dire esclave. Attention. Ça ne veut pas dire esclave. Moi je ne prononce pas parce qu'il faut véritablement. Je ne sais pas. Non, il faut savoir ce qu'on entend par là, justement, et là, c'est vrai que c'est très compliqué. Ceci dit, je me suis réservé, bien sûr qu'il y avait des captifs de guerre, et je l'ai dit, pour les Colombiens, par exemple, c'était des captifs de guerre. Mais il y avait bien d'autres moyens de se souvenir des esclaves. Il y avait des razzias, il y avait des enlèvements, il y avait des bandits. Ça, les Portugais, ils sont très. Ils enlevaient 2 ou 3 personnes dans un champ, et puis ils allaient vendre un autre, etc. Alors, ils venaient, ils rasiaient, ils prenaient, ils partaient avec. Ils n'achetaient pas. Pour les Portugais, le monsieur portugais, quand il partait en Afrique, il rasiait, il n'achetait pas à X. Ils ont déplacé tout un village en Angola, ils l'ont emmené au Brésil, ils ont créé la ville de Ouro Preto. C'était conçu par les esclaves qui venaient de l'Angola, avec leur roi. On a pris un monarque, on les a emmenés avec toute sa famille, on les a emmenés là-bas. Oui, mais vous avez quelque chose qu'Ibrahim Mathieu m'a fait remarquer et qui est quand même très important dans les sociétés anciennes. Ça n'existe plus, mais vous savez que les conventions sociales, ça reste, même si ça n'existe plus théoriquement. C'était des sociétés, ce qu'on appelle des sociétés de caste. C'est-à-dire que quand on est dans une catégorie sociale, théoriquement on n'en sort pas puisqu'on épouse des gens de la même caste.
d'un petit peu la même définition que les castes indiennes. Indienne, Les castés, proprement dit, il n'y en a qu'une catégorie spécifique. Attendez, En Afrique, on échange. ce sont les travailleurs manuels, forgerons, cordonniers et les griots aussi. Mais les aristocrates, les gens libres, les esclaves, c'était tous des castés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas supposés sortir de leur caste par mariage, sauf les femmes, si quelqu'un voulait une femme, donc plus ou moins acheter une femme. Et à partir de ce moment-là, dans les croyances populaires, c'est le droit du sang qui joue. Vous êtes descendant, alors c'est très fort en Afrique occidentale, vous descendez d'un roi, vous faites partie de l'aristocratie, vous l'êtes aussi, alors que dans la vie moderne, vous pouvez être commerçant, vous pouvez être député, vous pouvez être n'importe quoi, et ça ne joue pas, mais la transmission fait que vous ne sortez pas dans les têtes de vos castes. Et c'est la même chose pour les esclaves. C'est pour ça que aujourd'hui, vous avez des gens qui se considèrent comme les esclaves d'autres, ou d'autres qui les considèrent comme leurs esclaves. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas une réalité, ça n'est pas légal, mais c'est une pression sociale qui peut jouer beaucoup aussi. Je laisse la parole, monsieur. L'Afrique, elle a toujours été matrilinéaire, matriarcat. On est roi parce que par rapport à sa mère, pas par rapport à son père. Alors, dans une société où notre richesse à nous, ce sont nos enfants, qui va se séparer de sa richesse? L'Afrique, traditionnellement, nous sommes matrilinéaires, matriarcat. Pas toutes les sociétés. C'est très très grand l'Afrique, vous savez, il y a beaucoup de systèmes différents. On termine là et on passe à d'autres questions. Nous sommes organisés en groupes linguistiques. Par rapport à Maluango, on part du Gabon jusqu'au RDC de l'autre côté là-bas, on trouve les Matékés sur toute une bande. On remonte un peu plus loin, on retrouve les Bakongo partant de l'Angola, une partie de la RDC, une partie du Congo-Brazzaville, la bande de Gabon. C'est toutes les bandes qui sont tout le long alignées des groupes linguistiques. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit le terme bantou. Vous avez dit que ça veut dire bantou? Ce sont des langues, beaucoup. Bantou, C'est une grande famille linguistique qui se diversifie en quelques centaines de langues. Bantou, la tête, bateau, des personnes. Bantou, ce n'est pas un nom, une langue, c'est défini les personnes au pluriel. Bantou. Ainsi que les Swahili. Les Swahili, c'est une langue, ce n'est pas un groupe linguistique. C'est un groupe linguistique, commercial entre les Arabes, justement, le fameux océan Indien, avec la mousson 6 mois on descend, 6 mois on remonte. D'où pourquoi il y a la navigation qui s'est revenue aussi en allant de l'Asie jusqu'au bas de l'Afrique et en remonte, grâce à la mousson. Et pratiquer le Swahili était parlé sur tout le long de l'océan Indien. Pour info, Tipou-Tipou, c'est un nomadé qui est installé sur l'île de Tipou-Tipou, sur l'île de Zanzibar, qui allait faire des razzias sur les plaines, qui ramenait les esclaves et qui les vendait. C'est un marché, Zanzibar. Zanzibar Tipou-Tipou, le marché de Tipou-Tipou. Un complément de monsieur. Un complément de monsieur et la question après. Non, attends, mais si c'est un complément là-dessus, après monsieur. Alors, je voudrais tout simplement dire qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que vous dites et ce que Mme Kokri dit. Ce que Mme Kokri dit est très précis, c'est l'endogamie. C'est un système de caste où effectivement on est enfermé, on ne peut pas sortir. Et vous avez parfaitement raison. L'Afrique est un continent. Alors, on doit être extrêmement prudent, ce que vous dites est très pertinent, sur cette appartenance langagière, mais dans d'autres structures comme chez les Wolofs par exemple, au Sénégal, c'est l'endogamie. Quand on est casté griot, on n'en sort pas. Même si c'est matrilinéaire, on n'en sort pas. Monsieur, vous parlez d'une autre ère de l'Afrique, etc. L'Afrique est multiple, il faut être extrêmement prudent, donc il n'y a pas de contradiction.
question, en fait, c'est un apport que vous faites effectivement à ce que dit Mme Okri, qui reste dans le système d'endogamie, de caste, où effectivement la femme peut, par des croisements, en général, l'homme ne va pas. La femme, par des croisements, peut se métisser, etc., la liberté, etc. Mais en général, on naît et on meurt dans une caste, ce qu'on appelle l'endogamie. L'exogamie peut exister. Ce que vous dites est très pertinent et d'ailleurs, je vais continuer à rechercher dessus. Voilà. La société française a connu ce genre de caste à une époque. On ne sortait pas de sa caste. On laisse la parole à monsieur, tout seul. Oui, bonsoir, excusez-moi, je suis arrivé un peu en retard, alors je vais peut-être louper quelque chose. Au sujet de l'esclavage des Amérindiens qui a été mis fin par Bartholomé de Lascaz, c'est ça, avec la fameuse controverse de Valladolid. Et c'est à partir de ce là. Est-ce que c'est parce que les Amérindiens étaient en nombre suffisant, ou est-ce que c'est l'Église qui a, enfin Lascaz, qui a dit bon stop, parce que c'est des êtres humains comme nous, et on arrête l'esclavage. Et ça s'est reporté sur l'Afrique, qui apparemment n'était pas des êtres humains. Bon. Et est-ce que l'esclavage n'est pas, de façon générale, une question énergétique, sous forme de travail, bien sûr, et actuellement, par exemple, pour chaque habitant de l'Hexagone en France, il a à sa disposition 150 ou 200, j'ai lu 200 récemment, esclaves énergétiques, c'est-à-dire il y a de 200 fois l'équivalent d'un travail humain, quoi, sous forme de pétrole, de gaz, d'électricité, etc. Et j'ai entendu il y a X années, ça m'a choqué d'ailleurs, parce que moi je croyais que c'était le progrès de l'humanité, la fin de l'esclavage, mais en fin de compte, la personne disait que c'était une question énergétique. Et c'est parce qu'on avait d'autres sources énergétiques qu'on a abandonné l'esclavage. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Bon. D'autre part, vous avez dit que la fin de l'esclavage triangulaire, c'était le 19e siècle. Mais le 19e siècle, c'est la conquête de l'Algérie. C'est 1830, 30, je ne sais plus. 30. 1830. Et puis le partage de l'Afrique, c'est 1883, Berlin, 85. Une date précise, excusez-moi, ça me fait défaut. Et alors à ce moment-là, on utilise la manœuvre sur place. Il n'y a plus besoin de la déporter. Et alors, il y a la relation maître-esclave. Après, il y a eu colonisateur-colonisé. Et après le discours de Truman en 1949, on a eu le développé et le sous-développé. Toujours des rapports de supérieur à inférieur. Et le supérieur, c'est le modèle maintenant à suivre pour toute la planète. Et ça nous mène à la catastrophe. Ça ne résout pas les problèmes de pauvreté ou de misère, mais par la généralisation de notre mode de vie, qui n'est pas possible, la généralisation à toute l'humanité, mais à la classe moyenne ici et là, ça nous mène à la catastrophe. Quoi, voilà. Alors, bon, mais le blanc est toujours supérieur, quoi. Sauf, Alors ça c'est vrai, ça c'est vrai. Je vous remercie. Alors, je vais répondre par la fin. Vous avez raison, vous avez dit. C'est-à-dire, vous savez, le fait que la révolution industrielle, c'est-à-dire la mécanisation, l'industrialisation des machines, et démultiplier effectivement la force humaine, a changé les conditions économiques de la production. C'est un des facteurs explicatifs. On n'explique jamais quelque chose par un facteur. Il y a une convergence de choses qui conviennent. Je n'ai pas du tout parlé des mouvements humanitaristes qui ont existé. Ça a commencé avec les philosophes du XVIIIe siècle qui étaient anti-esclavagistes, militants anti-esclavagistes. Ils n'étaient pas contre l'infériorité des races, c'était autre chose, c'est différent, mais ils étaient anti-esclavagistes. Et il y a eu donc la propagation du côté européen que finalement l'esclavage c'était mal. Mais il a fallu du temps pour qu'ils s'en rendent compte. C'est un élément qui a joué aussi. Mais ce n'est pas un élément fondamental, mais alors on peut dire évidemment ils sont aperçus que c'était mal au moment où il n'en avait plus besoin, c'est vrai aussi. Mais il y a la convergence de toute une
une série de facteurs qui font que finalement, ben, on va finir par officiellement, en tous les cas, supprimer l'esclavage. Mais j'ai perdu un petit peu le fil, mais oui, c'est ce que je voulais dire. Surtout, les choses sont, les facteurs explicatifs sont toujours très complexes. Mais l'important, c'est de mesurer finalement le poids de cette complexité qui va de temps en temps faire bouleverser les choses. Avec, il y a la complexité et puis il y a des grands événements. J'ai parlé de la révolte de Saint-Domingue. Ça a été un très grand événement. Mais vous savez, un très grand événement que dans l'histoire française, on ne connaissait pas du tout. Moi, dans ma jeunesse, j'ai découvert Toussaint Louverture parce que mes parents étaient abonnés à un club du livre qui, une fois de trimestre, leur envoyait un bouquin. Et un jour, ils ont reçu le Toussaint Louverture d'Aimé Césaire. Aimé Césaire n'est pas un historien, c'est un poète. Il a écrit une très belle biographie, probablement oubliée maintenant, d'Aimé Césaire. Je l'ai découvert comme ça, de Toussaint Louverture. Personne n'enseignait Toussaint Louverture. J'avais dans les années 1900, pardon, j'étais pas là en 1800, 1980, oui, dans les années 1980, j'étais le bicentenaire de la Révolution française. Je suis allée à Haïti à cette occasion. J'ai découvert Haïti. Et ça m'a passionné. Je rentre, j'avais un excellent collègue, très intelligent, très savant, d'histoire française, de la Révolution, qui était en train de préparer un livre sur les émeutes, toutes les émeutes populaires qui avaient éclaté à l'occasion de la Révolution. Toute pleine de mon sujet, je lui dis, est-ce que tu as pensé à Saint-Domingue? Ah ben non. C'est-à-dire qu'il travaillait sur la Révolution française, c'est un spécialiste de l'histoire de la Révolution française, et il ne savait pas, parce que jamais personne ne lui avait enseigné ce qui se passait là-bas, et qu'il n'y avait pas pensé, il travaillait sur la France, qu'il s'était passé quelque chose de fondamental, absolument fondamental, parce que tous les planteurs de toutes les autres îles ont été terrorisés. S'il y a une île qui découvre que l'esclavage est mal et qui le supprime, ce qui était le cas, qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Donc ça a redoublé la sévérité de l'esclavage au XIXe siècle, pour terroriser vraiment les esclaves, pour qu'ils n'aient pas envie d'imiter. Et en même temps, ça a fait que, comme je disais tout à l'heure, la Grande-Bretagne a supprimé la traite des esclaves très tôt. À mon avis, le facteur, c'était les guerres napoléoniennes. C'était très complexe, les raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne a supprimé, a interdit la traite du commerce. D'une part, il y avait Saint-Domingue, Haïti. Ça devenait dangereux, vraiment. Il y avait la révolution industrielle, qui faisait que les plantations, ça les intéressait moins. Et puis, il y avait la puissance commerciale française internationale, qui reposait sur la traite vivrière atlantique. On est au moment des guerres napoléoniennes. L'objectif de la Grande-Bretagne, c'était d'affaiblir la puissance française. Donc, tuer la traite commerciale française, qui était florissante à l'époque. Donc, interdire la traite. Parce que, alors on peut dire pour simplifier, eux, on avait moins besoin, puisqu'ils commençaient à faire de l'industrie textile. Donc, vous voyez, alors on se dit, ah ben, ils ont été très généreux, les Britanniques en 1807. Mais en fait, il y a un faisceau de facteurs qui peuvent rendre compte, et en même temps, la traite devenait impopulaire, l'esclavage devenait impopulaire, ça jouait aussi. Il y a une propagande anti-esclavagiste. Vous connaissez probablement tous cette unique image, maintenant on en a découvert une autre dans les archives, d'un bateau négrier où tous les esclaves sont rangés comme des sardines. Eh bien, c'est pas un bateau réel. Ah ben si, c'est un bateau qui existait, mais c'est un architecte qui est allé à Bristol, qui a vu au Liverpool, qui a vu un petit peu les affaires et qui a inventé un intérieur de bateau qui a été tiré, alors maintenant on dirait en polycopie, je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais en centaines d'exemplaires, et ils l'ont diffusé dans
la population britannique et ils en ont confié des centaines d'exemplaires à la Société des Amis des Noirs qui s'est créée en 1788. Et cette image a créé un choc populaire, parce que jamais personne en Europe n'avait imaginé comment c'était. Bon, il y avait les gens dans les ports, bien entendu, mais enfin c'était quand même... Nous n'avons pas d'image nous n'avions pas, jusqu'à il y a quelques années, d'image de l'intérieur d'un bateau négrier. C'était quelque chose qui n'était pas publié. Personne ne le savait. Alors on en a depuis, il y a un bateau qui s'appelle la Marie-Amélie, je crois. Enfin bref, dans les archives, il y a un chercheur qui a trouvé une image de bateau qui ressemble à celle-là. Mais personne n'avait jamais vu. Donc quand ils ont vu, bon, ben, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont été impressionnés. En plus, il y avait des massacres épouvantables dans les îles, à la Jamaïque en particulier, parce que précisément les planteurs terrorisaient leurs esclaves pour qu'ils ne fassent pas comme à Haïti. Ça c'est sûr. Il y a eu des campagnes, et ça a joué. Donc il y a beaucoup de choses qui ont joué pour transformer. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des rapports entre dominants et dominés. C'est pas les mêmes. Ça a été, pendant longtemps, ça a été l'esclavage. Après, bon, il y a eu les feudalités, il y a eu les serfs, il y a eu le capitalisme. Le capitalisme, le prolétariat misérable du 19e et de la première moitié du 20e siècle. Il y a les pays développés et sous-développés, etc., etc. C'est vrai qu'il y a des rapports de force qui dominent un petit peu l'histoire du monde depuis toujours. Mais la dernière chose que je voulais dire qui est très importante, c'est le racisme anti-noir. Le racisme anti-noir est né de l'esclavage noir. Et ça, il y a notre racisme, le racisme anti-noir. Mais je veux dire, la dévalorisation du noir, c'est vraiment une invention occidentale née de la traite. C'est pas le racisme qui a donné la traite noire, c'est la traite qui a provoqué le racisme anti-noir. Et Valladolid, justement, Las Casas au XVIe siècle, il s'est élevé contre le massacre des Indiens. Les Indiens supportaient très mal les traitements qu'on leur faisait, ils mouraient comme des mouches, il y avait des épidémies de maladies dont ils n'étaient pas protégés. Donc Las Casas a pris la défense des Indiens et fait reconnaître que les Indiens avaient une âme et que donc tous les êtres humains avaient une âme. Mais je veux dire, le combat de Las Casas, c'était les Indiens. Alors les Africains, ils ne pouvaient pas tout faire. Donc il s'est battu pour les Indiens, il ne s'est pas battu pour les Africains. Ceci dit, les planteurs savaient très bien que les Africains c'était des êtres humains. C'est bien ça qui interpelle d'ailleurs. En même temps, ils savaient que c'était des êtres humains et en même temps, ils les maltraitaient d'une façon épouvantable. Fallait que ça remonte. Pas tous, mais beaucoup. Beaucoup d'excès, beaucoup d'abus. Et le code noir, le fameux code de Colbert de 1685, en réalité, qui est assez terrifiant, mais en réalité, il a été dicté pour empêcher les planteurs de faire des trucs encore plus atroces. Parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Et donc, on leur dit non, vous n'avez le droit de tuer une esclave que si elle a fait ceci ou cela, vous n'avez le droit de couper un jarret que s'il a fait ceci ou cela. Sinon, vous n'avez pas le droit de le faire. Bon, si vous voulez, tout ça, c'est dans les évolutions des mœurs. À une époque aussi, c'est très difficile de faire comprendre ça aussi, justement, aux élèves, aux jeunes. Tout le monde, dans toutes les sociétés, considérait que l'esclave était quelque chose, l'esclavage est quelque chose de tout à fait naturel. C'est pour ça que je suis pas tous les esclaves africains n'étaient pas des captifs de guerre. Il y avait aussi des esclaves. Parce que ça existait partout, sous des formes un peu différentes, évidemment. Est-ce que Voltaire, excusez-moi, avait des intérêts dans la traite à son insu ou pas? Son plein gré. On va terminer tous ensemble. On dit que ça n'est pas vrai. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de recherche, mais les chercheurs disent qu'en fait que c'est un boba. On dit que c'est vrai. Ceci étant,
beaucoup de monde. C'est pas impensable. À l'époque, c'est pas impensable. Départ sans savoir où aller, à quoi servait ces bars. Puis on était dans une société donnée à une époque donnée. Y a-t-il d'autres questions? Parce qu'on va terminer tous ensemble. Il est bientôt 9h. Bientôt 10h. Oui, Madame Banet. Par rapport à ce qu'avait dit Madame Zamia au début, vous savez que l'esclavage est au programme des élèves de 4e au collège. Et donc, lorsqu'est arrivé le mois de mai, ils ont déjà traité la question avec leurs professeurs, donc leurs enseignants. Ils ont eu donc une transmission, entre guillemets, d'une notion historique, d'une histoire. Et lorsqu'ils préparent justement le projet de commémoration, eh bien, pas plus tard qu'à à peu près une semaine, une élève dans la petite troupe qui présente quelque chose demain a dit, mais moi, je pensais que eux là, les camarades blancs donc, ils allaient jouer les maîtres et nous on allait faire des esclaves, parce que je pense que les blancs qui étaient là, les petits élèves blancs, ils étaient voilà, ça demain pour ceux qui viennent, mais vous voyez encore il s'est resté encore dans cette idée, les noirs c'est les esclaves et les blancs c'est forcément les maîtres. Ça, voilà, c'était pour dire que pourtant ils ont voilà. L'image de marque de la traite transatlantique. Encore. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on se remercie tous d'avoir participé à ce moment. On remercie Madame Audrey Madame Zernia. Et donc simplement, si vous pouvez laisser vos coordonnées pour qu'on puisse se contacter éventuellement. Et puis donc rappelle que demain, pour ceux qui peuvent, il y a les jeunes qui passeront. Et puis donc jeudi, un documentaire assez passionnant sur Mary Prince, esclave antillaise anglaise, qui sera un DVD qui est filmé en même temps sur une pièce de théâtre avec retour sur les lieux de l'esclavage en Jamaïque, dans les Caraïbes. Et donc à partir de là, ça sera animé par un historien de très grand intérêt pour ces questions-là, M. Bruno Maillard. Donc si vous pouvez venir jeudi dans la même salle ici. Et puis inscrivez-vous éventuellement si vous pouvez participer au repas, un repas afro-caribéen. Madame Banet peut nous dire le menu. Il y a un mafé, il y a pastel. C'est quoi un pastel? Voilà, je sais le manger, mais je sais pas mais je sais bien manger. Non, c'est une espèce de beignet africain, voilà, farci. Ouais. Donc voilà, je mange bien alors ça va. Et ensuite, il y a un mafé de poulet, voilà, et je vous donne les ingrédients principaux. Et après en dessert, il y a un flan coco. Autour de ça, il y a donc une animation musicale, il y a une danseur, c'est à peu près 15 normalement. Il y a un chanteur, voilà. Une animation musicale. Une animation musicale. C'est jusqu'à quelle heure disons qu'on commence à 19h30, c'est ça voilà, et après, à 21h30, on y est encore, hein, à 21h30, 22h. Voilà. Voilà, bonne soirée à tout le monde et merci, et puis à la prochaine. Donc.